Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En quête de stars, sur Fréquence Évasion, les invités se racontent, s'expriment en toute liberté. Stars d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Alors Pierre Perret, merci de patienter au téléphone avec nous. Nous sommes là pour retracer votre carrière. C'est un véritable plaisir de vous avoir sur Fréquence Évasion. Dis donc, j'espère que vous avez du temps, parce que là, vous savez que 50 ans de chansons... c'est formidable. Ça fait un certain bilan quand même si on veut pas faire de bilan. Mais disons que, bon, bah moi, j'ai vécu ma passion jusqu'à présent et je continue à la vivre parce que j'écris les chansons de mon cœur et voilà, il y en a qui ont l'air de partager mon mauvais goût, donc tout va... C'est vrai que ça fait énormément de bien au public. C'est gentil. En tout cas, on reçoit ça d'une manière très très positive et c'est toujours des boules de bonheur de vous entendre. Ah, c'est gentil. Apparemment, dans les salles et dans les concerts partout, d'abord c'est plein partout et deuxièmement, ils ont l'air plus qu'heureux quand ils sortent puisque j'ai un mal fou à arrêter au bout de 2 heures. Alors bon, ben voilà quoi. C'est l'amour qu'il y a entre vous et votre public, je suppose. Ben, ça me fait toujours plaisir. Alors Pierre Perret, comme je vous le disais il y a quelques instants, nous allons retracer votre carrière, nous allons dire bonjour aux auditeurs. Pierre Perret, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour la foule. Alors Pierre Perret, vous êtes né à Castelsarrasin, dans le sud-ouest. Castelsarrasin, Tarn-et-Garonne. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ces souvenirs d'enfance que vous avez vécu justement dans le sud-ouest, à Castelsarrasin précisément? J'étais là. Bon, bah, ce qui s'est passé, on a eu pendant la guerre, quand j'étais quand même très petit, puisque j'avais 6 ou 7 ans ou 8 ans quand je suis rentré dans ce fameux Café du Pont dont je parle dans mon bouquin là, et on a eu la chance déjà de ne voir apparaître les Allemands qu'en 42, alors que le reste de la France était envahi depuis 1940. Donc c'était déjà 2 ans de gagné dans l'horreur. Mais bon, on avait les privations, on avait du mal à avoir du pain, du beurre, enfin bon, tout ce qui est nécessaire pour nourrir un homme raisonnable. Et j'avoue que la période qui a traversé jusqu'à la libération, quoi, a été quand même, heureusement que les parents que j'avais et leur chaleur et leur éducation telle qu'ils me l'ont fait vivre à mon frère, ils nous l'ont fait vivre à mon frère et à moi, a été quelque chose de merveilleux. Et disons que dans le coin, peut-être qu'on était un peu plus privilégiés que les gens qui vivaient à Lyon, à Paris ou etc. dans les grandes villes, parce que à la campagne, on arrivait à s'en sortir mieux, et dans le sud-ouest particulièrement, puisque dans la plaine de la Garonne, ben il y a toujours beaucoup de richesses, beaucoup de polyculture, beaucoup de volailles, beaucoup de fruits, beaucoup de choses comme ça, qui fait que même si les Allemands prenaient tout, on se débrouillait toujours pour en avoir un petit peu quand même, voilà. Vos débuts se sont passés au Café du Pont, c'est là où vous avez appris quelque part à manier un petit peu la langue française et à transformer les mots, enfin à assembler les mots d'une manière poétique, comme on vous connaît, hein, Pierre Perret. Ben, la langue française, j'en ai eu les premières notions là dans toute son extension, parce que c'était surtout un langage très coloré qui partait du comptoir du café, et comme j'avais les oreilles grandes ouvertes, effectivement, c'est le premier intérêt pour la coloration du langage est né dans ce café. Ça, c'est sûr, certain que quand je sortais de l'école et que j'arrivais dans ce café, ben j'arrivais au théâtre tous les jours, parce que la pièce était différente, les conversations n'étaient, tout en étant les mêmes, n'étaient jamais tout à fait les mêmes, ni jamais tout à fait une autre. Je retrouvais presque tous les jours les mêmes acteurs. Et puis il y avait les gens de passage, il y avait les mariniers, il y avait les gens qui travaillaient à l'usine autour. Tout ça était fourmillement de disputes autour des
des choses qu'ils pouvaient lire dans le journal. Il y avait ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord, hein, sur le Tour de France, sur les boxeurs, sur ça c'est surtout après la guerre, quand les Allemands ont accusé leur défaite et c'est eux à ce moment-là qui sont restés prisonniers chez nous. Les choses s'étaient renversées, bien sûr. En 2003, Pierre Perret, vous avez sorti un livre sur le parler des métiers de l'art gothique. Oui, ça c'est... non, il n'y a rien d'argotique dedans. C'est tout à fait inhérent à chacun des parlers qui se pratiquent dans un métier. Le seul rapprochement argotique est un peu dans le langage des voyous et celui des policiers, puisque c'est pratiquement le même qu'ils pratiquent dans cette corporation, mais le reste, un menuisier a un langage très spécifique, un plombier aussi, un boulanger aussi, etc., etc. Donc ça m'a pris ce livre-là, ça m'a pris 14 ans ou 13 ans pour l'aboutir complètement. Il y a eu 4 ou 5 ans d'enquête au départ, au moins 4 ans, et puis après, la rédaction avec la locution, la définition, l'exemplification, la typologie, etc. Tout ça a demandé énormément de temps, d'investissement. Mais c'est pendant l'écriture de ce parler des métiers d'ailleurs que je continuais d'écrire des chansons bien sûr, mais parallèlement à ça, dans un troisième volet, j'avais commencé la rédaction du Café du Pont. Le Café du Pont, pas depuis aussi longtemps, mais il y a le Café du Pont là qui vient de sortir, je l'ai commencé il y a 7 ans. Donc j'ai travaillé 7 ans dessus et ça m'a un peu... ça a été une diversion par rapport à l'autre travail sur le parler des métiers qui était très minutieux, très astreignant, etc. Là, je dois dire que j'avais beaucoup de plaisir à écrire le Café du Pont, même si j'ai recommencé, plus de diversion, voilà. Alors comme tous les jeunes du Midi-Pyrénées, vous montez la capitale, c'est-à-dire Toulouse, et c'est là que vous apprenez la musique et le solfège. C'est là que j'apprends le solfège, la musique, le théâtre, la diction, plein de choses. C'est là que j'ai la chance d'être remarqué par les gens du Grenier de Toulouse qui me prennent avec eux dans leur troupe. Et c'est là que je fais mes premières armes. J'ai même pas 16 ans et je commence à faire des tournées avec eux, à jouer la mégère apprivoisée, à jouer plein de choses. Et puis c'est là que je me prépare aussi à mon concours de sortie pour le saxophone, pour lequel j'obtiendrai quand j'aurai 18 ans, entre 18 et 19 ans, je dois avoir mon premier prix à cette époque-là, quoi. Alors entre le monde du théâtre et le monde de la chanson, qu'est-ce qui vous a plus guidé vers le monde de la chanson ? Je pense que c'est la littérature à laquelle j'ai été confronté dès que j'ai commencé à faire du théâtre, parce que j'ai dû lire beaucoup à ce moment-là, étant donné que j'avais qu'un bagage tout à fait primaire, puisqu'après mon certificat d'études, je suis entré au conservatoire, donc sur le plan littéraire, j'avais quasiment, c'était même pas des lacunes, c'était un gouffre incommensurable, alors que quand j'ai commencé à être confronté aux textes de Molière, de Racine, etc., à cette belle langue qui est la nôtre, je me suis mis au travail, c'est-à-dire j'ai lu beaucoup d'auteurs très divers, de poètes, ça allait de Racine à Malherbe, en passant par Lorca ou Prévert, même beaucoup plus contemporain, que j'ai découvert à cette époque-là et dont je me suis nourri de tout ça. Et puis il y a eu l'avènement de Brassens à ce moment-là, son premier disque est sorti, je pense que c'était dans les années 50, 49-50, son premier album 25 cm avec le gorille, la mauvaise réputation, etc. Et pour moi, ça a été une vraie révélation qu'on puisse écrire des chansons sous cet angle-là, de cette façon-là, avec
ce type de rhétorique, de musique, de versification, ces histoires merveilleusement écrites, etc. Bon, j'étais très attiré par la chanson puisque papa chantait tout le temps à la maison mais disons qu'entre la chanson Troupier qui chantait comme les chansons de Fernandel ou les chansons de Rélis ou les chansons des opérettes marseillaises, etc. Il y avait un abîme entre ça et les chansons, les premières chansons que j'ai commencé à écouter, qui étaient de Gréco, des frères Jacques, etc. Et bon, chantées par Gréco, mais bien sûr écrites par Prévert, Cosma, etc. ou Aragon. Bon, donc ces textes-là, je ne savais pas auparavant qu'on pouvait se servir de ce type de chansons, qu'on pouvait commencer à pratiquer ce genre de chansons, et ça a été pour moi une révélation, parce que même Trenet m'avait pas fait du tout cet effet-là, et en dehors des chansons comme l'âme des poètes ou certaines autres un peu folles. Celle qui m'attirait le plus, c'était les chansons un peu plus folles de Trenet, comme Grand-Maman c'est New York, etc. ou Une noix, ou les chansons un peu surréalistes de Trenet. Mais le reste me touchait pas comme des chansons comme La mauvaise réputation, par exemple, ou Les papillons, ou Le parapluie, ou Le gorille, qui étaient des chansons très fortes. Alors votre admiration pour Georges Brassens va se concrétiser puisque vous allez le retrouver dans sa loge et une amitié se crée entre vous. Oui, voilà, très vite d'ailleurs, parce que j'avais 16 ans quand je suis allé le trouver pour la première fois. On n'a jamais vraiment perdu le contact, parce que de temps en temps, il m'envoyait un petit mot où j'allais à Paris, et automatiquement je savais où le trouver, jusqu'à ce que j'enregistre à peu près mon premier disque. On s'est pas vraiment perdu de vue, et après le métier a fait qu'on a été... les vents ont un peu dansé entre nous, on s'est... paradoxalement, on s'est beaucoup moins vu par la suite, voilà. Alors la fameuse chanson Rosette, vous l'écrivez pendant votre service militaire? Oh, ben vous en savez des choses. Oui, oui, c'est la première bleuette que j'ai dû écrire, et puis je l'ai complètement perdue parce que je n'ai jamais même retrouvé ce texte. Alors je pense pas que c'était une chanson bien importante. Mais bon, c'est vrai que c'est pendant le service militaire que j'ai commencé à poser les premiers mots sur une feuille blanche. Voilà, que j'ai eu l'inconscience de faire cette chose-là. c'est un peu grâce à Georges Brassens que vous avez été découvert, puisque par l'intermédiaire de la chanteuse Françoise Hollot, vous faisiez du cabaret, je crois. Oui, bien sûr, puisque c'est pour elle que j'ai écrit les premières chansons, sans savoir que je saurais écrire une chanson d'ailleurs. Et ça a été remarqué, ces chansons-là ont été remarquées au cours de l'audition qu'elle a pu faire au Trois Baudets, et il a demandé qui est-ce qui avait fait ces chansons. Donc, il m'a dit, c'est vous, jeune homme, c'est intéressant, etc., etc. Puis je l'ai dit à Georges et à Pupchen, sa compagne. Ils étaient bien contents, puis c'est eux qui nous avaient envoyés là. Et la petite a été engagée à la Colombe. Donc, moi, je l'accompagnais parce qu'il n'y avait pas de piano. Je l'accompagnais, moi, à la guitare. Et c'est sur ces entrefaites que Pupchen, la compagne de Georges, m'a demandé pourquoi je chantais pas moi-même. J'ai dit, mais tu sais, moi je suis pas chanteur, j'ai fait ça pour m'amuser. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais tu sais, Georges non plus, il a chanté ses chansons parce que personne voulait les chanter. Et puis voilà, et de fil en aiguille, je me suis mis, ça m'a un peu titillé cette histoire-là. Je me suis investi dans l'écriture pour moi comme ça, et puis voilà, commencé à démarrer. J'ai commencé à faire les premières chansons qui étaient Moi j'attends Adèle, etc. Voilà. Alors c'est Émile Hébé qui va vous remarquer et qui va vous présenter directement à Eddie Barclay. Oui, le premier soir que les copains m'ont fait un coup en traître dans ce fameux cabaret où à l'époque passaient tous les débutants qui sont devenus célèbres depuis, puisqu'il y avait des gens comme Anne Sylvestre, Ferrat, etc., qui étaient là, et
Ils m'ont mis une guitare dans les doigts et ils ont dit, vas-y, chante-nous les chansons que tu es en train de faire, cachotier. Et je me suis trouvé coincé et j'ai chanté ces chansons pour la première fois donc en public et j'ai fait un triomphe inattendu complètement parce que je savais même pas que je saurais les chanter. Je ne l'avais jamais fait encore. Et ce premier soir, il y avait un type qui s'appelait Émile Hébé, qui a demandé à me voir et qui m'a dit, qui s'est présenté, je suis le manager de Charles Trenet, de Gilbert Bécaud et de Gloria Lasso, qui étaient les trois stars les plus importantes de l'époque, ça c'est certain. Et il m'a dit, c'était en 56, à peu près au Cabaret La Colombe, et il m'a dit, voilà, je suis le manager de ces trois stars, voulez-vous être le quatrième? Il m'a dit, je l'ai regardé, j'ai dit, il se fout de ma gueule celui-là. Et puis je lui ai dit non. Il leur revenait pas parce que il me dit, il vous faut faire un disque tout de suite. J'ai dit, mais non, j'ai pas envie de faire un disque. Il me dit, mais il me dit, vous vous rendez compte le triomphe que vous avez fait ce soir, les gens, comment ils ont été surpris par ce type de chanson, etc., etc. Il vous faut tout de suite faire un disque. J'ai dit, mais non, je veux pas faire de disque. Mais il me dit, mais pourquoi? Est-ce que vous avez une raison? J'ai dit, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas complètement abouti, c'est pas du travail sérieux. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces chansons. Mais il me dit, regardez comment ça a fonctionné. Il me dit, c'est formidable, telles qu'elles sont, elles ont une fraîcheur, etc. Enfin, il m'a tellement emberlificoté que le lendemain, il m'a pris un rendez-vous malgré moi chez Barclay. Ma timidité naturelle, si vous voulez, a fait que j'ai pas osé refuser ce rendez-vous, puisque Barclay m'a envoyé un télégramme le lendemain, m'a dit, je vous attends à telle heure. Et j'y suis allé, et je me suis laissé ficeler, j'ai signé un contrat, etc., etc. Bon, j'étais ficelé pendant 6 ans chez lui, 6 ans où d'ailleurs j'ai rien fait, à part quelques disques qui n'ont pas marché du tout, mais qui ont été très bien accueillis par contre dans les radios, et notamment à Europe 1, ou avec Lucien Maurice au départ, qui a été mon plus grand fan, et le premier, ça a été, il a fait beaucoup pour moi, et il est à l'origine sûrement du grand départ qui a été le mien quelques années plus tard. Voilà. Et quelques temps après, Cocatrix vous permettra de monter sur les planches de l'Olympia. Bien sûr, et oui, je sais que pendant un certain temps, il voulait pas de moi. Et puis, après les colonies de vacances, le Torbrio, les colonies de vacances, etc., c'est lui qui m'a demandé de faire un séjour à l'Olympia. Je crois que j'ai dû faire un 15 jours ou 3 semaines à bureau fermé. C'était bourré à l'Olympia, et ça a été magnifique. C'était un Olympia magnifique, bien sûr. Alors à cette époque-là, vous faites les premières parties des groupes américains comme les Platters. Bien sûr, même les Rolling Stones qui sont venus pour la première fois en France, je faisais partie de la première partie, et toute la première partie qui n'était pas composée qu'avec moi, parce que j'étais un petit moucheron complet à l'époque, mais toute la première partie s'est fait complètement virer, et j'étais le seul à être admis par tous les loupards, les blousons noirs qui étaient qu'on appelait à l'époque, qui étaient dans la salle, et j'ai fait un tabac extraordinaire en première partie. Je suis le seul qui suis passé et qui ait chanté 9 chansons ce soir-là, je crois, parce que ces jeunes voulaient entendre que les Stones, et ils voulaient rien d'autre. Et moi, je suis passé, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait un triomphe avec eux, voilà. Alors, vers la fin des années 50, 58, 59, 60, vous êtes soutenu par l'émission Musicorama sur Europe 1. Oui, c'est vrai, parce que je venais de rentrer, vous avez fait allusion au Platters tout à l'heure, je venais de rentrer d'une tournée que j'avais faite, et qui avait duré 70 villes avec eux, qui était fort longue et fort fatigante. Au retour, je me suis trouvé vraiment mal en point. Je suis allé voir un toubib et il m'a dit, voilà, vous avez un problème avec les poumons. Et puis ça a été une interruption pendant 2 ans où j'étais assez mal en point. Effectivement, j'avais un pépin pulmonaire et j'ai dû partir au Sana, au plateau d'Assy, etc., etc. Ça a été vraiment une interruption
malgré moi, et pour cause, puisque il y a un docteur qui avait fait une erreur de diagnostic au départ qui a encore aggravé les choses. Et c'est vrai que la solidarité de tous les copains qui ont fait un concert pour récolter des fonds pour m'envoyer au Sana, parce que j'avais pas un sou, il y avait un plateau vraiment extraordinaire qui a été retransmis ce soir-là en direct à Europe 1. Et moi j'étais dans mon lit en train de chialer en écoutant le concert, parce qu'il y avait quand même il y avait des gens comme De Vos, Rissé Barrier, Jacques Brel, Salvador, Dalida, enfin c'était incroyable. Ils avaient demandé à chacun de ne chanter que 2 ou 3 chansons tellement le plateau était riche, et bon, c'était vraiment, pour moi, c'était merveilleux, quoi. Alors après ce petit passage à vide, vous sortez un album qui va s'appeler Le Bonheur Conjugal. Oui, c'est vrai, oui, avec un dessin de ciné en pochette. Et où il y avait la Bérésina aussi. Oui, mais c'est un album qui n'a pas non plus marché au départ, qui est sorti de façon assez feutrée, parce qu'en plus, Barclay faisait pas grand-chose, il croyait pas beaucoup en son chanteur. Puis c'était pas le moment. Je crois que c'était pas vraiment le moment. Le grand démarrage n'était pas encore là. Le grand démarrage s'est fait un tout petit peu plus tard, quand j'ai quitté Barclay, précisément, et quand je suis rentré chez Vogue et j'ai enregistré le Torboyau, et là, tout a décollé à ce moment-là, voilà. Et c'est une chanson qui sera vendue à plus de 100 000 exemplaires, puisque c'est une chanson que l'on n'oubliera jamais et qui aura marqué votre carrière. Oui, une des chansons cultes de aujourd'hui dans la salle, tout le monde chante ça, aussi bien que La Cage aux oiseaux, ou Les colonies de vacances, ou Mon petit loup, etc. Ils connaissent tout ça par cœur. Puis après, il y a eu, dans la foulée, il y a eu Tonton Cristobal, Cuisse de mouche, que des tubes que tout le monde chante encore aujourd'hui, quoi. C'est vraiment. Quand les colonies de vacances sont sorties, ce fameux titre phare que l'on fredonne encore tous encore aujourd'hui, vous avez eu des problèmes justement avec des responsables de colonies de vacances à cette époque. Oui, je recevais des lettres d'insultes ou de menaces, ou parfois, et bon, parce qu'ils avaient pris ça au premier degré, et l'humour ne les effleurait pas à tous, et au contraire, il y en a quelques-uns qui m'écrivaient en me disant bravo, c'est formidable, qu'est-ce qu'on se marre et tout, mais il y en avait d'autres qui étaient plus pisse-froids et qui je me suis fait copieusement engueuler, mais bon, ça fait partie du jeu, puis je le savais, et puis je me doutais un peu que ça serait comme ça, voilà. Comment est née cette chanson, Pierre Perret ? Eh ben, un jour, j'étais parti en tournée, on avait fait une tournée, il y avait une américaine qui s'appelait Aileen, qui avait un certain succès en France, et qui me dit, tiens, en Amérique en ce moment, il y a un chanteur, qui fait un tabac avec une chanson satirique sur les camps de scouts, etc. Il est scout, il fait ça. Et ça, moi, ça m'a tout de suite rappelé ma période de colonie de vacances, qui avait rien à voir, puisque c'était autre chose. C'était pas vraiment des scouts et tout ça, mais dans le genre communautaire, rigolo et tout ça, c'est vrai qu'il y avait tellement de similitudes un peu dans ce type de parcours. C'est ça qui a été un déclenchement de l'idée, si vous voulez. C'est rentré par une oreille comme ça, c'est sorti par l'autre, puis j'ai plus pensé. Et un jour, j'étais en train de faire un disque, j'ai balancé entre 2 ou 3 sujets, et puis j'ai dit, tiens, je vais faire un truc sur les colonies de vacances, parce que c'était tellement particulier. Et puis, mais moi, j'ai pris ça au 2e degré complètement, avec une connotation d'humour noir bien affirmée, quoi. Mais si vous voulez, même peut-être malgré moi, c'est sûrement la première des chansons que j'ai faites où j'ai parlé d'écologie, en parlant des ordures municipales qui traînent un peu partout, des gosses qui vont se baigner à la sortie des égouts, etc. Ça existait déjà. Il y avait déjà des enfants
qui, à la mer, à l'époque, à Nice, les collecteurs sortaient à même pas 10 mètres du bord de la plage. Et il y avait des gosses qui se baignaient là-dedans. Donc, il y avait des choses qui étaient mal vues, mal prises, et ça, c'était déjà une des chansons où le doigt est mis là où ça fait mal. Donc, ça fait partie de ces chansons qui ont été suspectes, qui sentaient un peu le soufre et qui, pour certaines radios, ont commencé à être interdites. Comme par la suite, des chansons comme À cause du gosse, par exemple, des gens qui divorcent pas et qui se tapent dessus tous les jours, mais qui restent ensemble à cause du gosse. Ce type de chanson aussi, plus tard, a fait partie des chansons interdites. Comme d'autres d'ailleurs, même le torboyau, à cause d'un gros mot au passage, etc. À l'époque, on interdisait pour rien du tout. Et voilà comment ça se passait. Mais voilà comment, dans quelles circonstances, j'ai fait ce type de chanson, voilà. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Pierre Perret, toujours sur Fréquence Évasion évidemment. Nous évoquons sa carrière. Alors Pierre Perret, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le droit des animaux. Bien sûr, et le respect c'est par corollaire, c'est le respect de l'humain, et je crois qu'il faut toutes les ségrégations, tous les ostracismes dont les humains sont les victimes, ça commence par là, si vous voulez. C'est un exemple pour tout le reste, les animaux. Alors on vous retrouvera dans une chanson sublime qui s'appelle Lily, justement toute une histoire autour de cette chanson. Bon, il n'y a pas toute une histoire autour de cette chanson. Il y a le fait que le phénomène de l'immigration était de plus en plus avait de plus en plus d'acuité à l'époque, et le phénomène du racisme, des ségrégations et de l'intolérance était de plus en plus marqué aussi, et on a vu ce que ça a pu donner puisque au fil du temps il y a une certaine partie de la population qui s'est montrée quasiment raciste et qui continue à pratiquer ce genre de sport aujourd'hui, moi il y a eu d'autres chansons comme La Bête est revenue par exemple il y a 5 ou 6 ans, je ne sais plus, et il y en a même une autre qui fera partie du prochain album, et moi je me battrai toujours contre ce type de comportement parce que c'est ce qui m'a toujours mis hors de moi, et quand j'étais enfant, déjà dans la cour de l'école, s'il m'est arrivé de donner un coup de poing sur le pif à un crétin de gosse qui traitait mon meilleur copain de sale macaroni, voilà, c'est même moi ça m'a rendu violent alors que je suis le plus pacifiste du monde et que je ne peux pas tolérer ça, voilà. Vous êtes quelqu'un d'engagé, Pierre Perret, pour des mouvements associatifs divers? Non. Sinon pour des causes humanitaires, pour des causes pour des enfants, etc., dont je ne parlerai pas, parce que c'est pas pour faire ma pub que je fais ça. Donc mais sinon moi, tout ce que j'ai à dire, je le dis dans mes chansons, voilà. Alors, on vous retrouve aussi dans des chansons très humoristiques, un peu moins engagées pour le coup. Je pense à la chanson Le Zizi. C'est pas une légèreté, le Zizi. C'est une chanson, justement, contre tous les tabous, et principalement celui du sexe, parce que quand j'ai écrit cette chanson, croyez-moi que personne à l'époque faisait allusion la moindre au sexe, et en désignant le mot. Certes, j'ai choisi un mot aimable, le zizi, qui était dans le langage des enfants un peu, etc. Mais parler d'une chanson pendant pratiquement 4 minutes, parce que c'est une chanson qui fait 4 minutes, en parlant uniquement de ça, c'était une gageure que je ne pensais pas même voir simplement diffuser à la radio une seule fois, alors que c'est devenu quasiment une rengaine diffusée dans toutes les radios et numéro 1, et des ventes et de tout, et des passages de tout ce que vous voulez, et qu'aujourd'hui c'est encore un hymne aussi important que les colonies de vacances. Dans la salle, j'ai même plus besoin de chanter, les gens ils chantent tout, ils connaissent tout.
C'est un disque qui a été récompensé par au moins 16 disques d'or, je crois. Exactement, oui. Dans la même année en plus. Ah oui, non, c'était quelque chose d'extraordinaire, hein, bien sûr. Et bon, c'est sûr que ça a traversé le temps et que même aujourd'hui, les gens ont complètement présent cette chanson dans leur mémoire et qui sont capables de le chanter dans tous les concerts. Si je chante pas ça, je me fais tuer. Ces concerts, vous en avez beaucoup à votre actif, c'est énorme, parfois 200 par an. Alors quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez à travers ces concerts que vous donnez un petit peu partout en France et ailleurs? Oh, il y en a des quantités, il y a de telles quantités que bon, ça s'est présenté sous 1000 aspects, parce que ça a été du beau théâtre à l'italienne jusqu'au chapiteau ou à la salle des sports avec des résonances incroyables, parce qu'on n'avait pas les sonos qu'on a maintenant, et les réglages qu'on peut avoir maintenant. Mais j'ai tout connu dans les salles, vraiment, et même dans les publics, parce que ça a été de 1000 personnes dans une salle à 100 000 en face de moi, un soir de 14 juillet aux Tuileries par exemple, ou à la fête de l'Humanité à la Courneuve, dans les belles années entre guillemets du Parti communiste à l'époque, où ils faisaient des scores encore honorables. Disons qu'il y avait 100 000 personnes à la Courneuve en train de chanter Le bonheur c'est toujours pour demain, ou Quand le soleil entre dans ma maison, ou Lily, ou Mon petit loup, etc. quoi. Et ça c'était c'est des grands moments. Ou plus récemment aux Vieilles Charrues, il y a 3 ou 4 ans, où devant aussi 50 000 personnes, c'était dont le plus vieux avait 25 ans. C'était extraordinaire l'accueil que j'ai eu là-dedans. C'est pas croyable. Alors évidemment, vous avez fait de nombreux concerts en France, mais pas seulement, à l'étranger, je pense à l'Afrique et la Chine. Oui, en Afrique, au Canada, etc. Mais principalement dans les pays francophones tout de même. Parce que, moi je crois que la spécificité de mes chansons est quand même typiquement française et difficilement exportable, avec que le langage qui est le mien, voilà. C'est quand même... il faut rentrer dans mes chansons. Donc je pense qu'il y a un esprit typiquement français qui peut suivre et parfois même se délecter, d'après ce que me disent les gens dans les concerts. Quel moment formidable on a passé. Mais ça, c'est très difficile à l'étranger, à part, je vous dis, les pays francophones, de gens comme ceux qui allaient voir la troupe de la Comédie Française et écouter une pièce de Molière à Buenos Aires ou par là, quoi. Voilà. Et à part ça, c'est très difficile de s'exporter, tout au moins pour mes chansons. Voilà. Alors parmi vos nombreuses excursions en Chine, vous êtes quand même revenu avec un album Comment c'est la Chine. Oui, c'est vrai, oui. Mais à l'époque, ça m'a amusé de faire cette chanson parce que j'ai été énormément stupéfait de voir la façon de fonctionner de ce pays, quoi. C'est une fourmilière incroyable et c'est vrai qu'il y a un tas de clichés, d'idées reçues, et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Et la même année, vous faites Le Petit Perret illustré. Oui, un petit peu, c'est une espèce d'amalgame, mais ça m'a demandé beaucoup de boulot à une époque où j'avais beaucoup de boulot en dehors aussi, et beaucoup de concerts, beaucoup plus que maintenant, parce que maintenant j'ai espacé un petit peu, j'essaie d'en faire moins, parce que j'écris davantage, mais c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de temps à ce moment-là. Alors vous connaissez toujours les bonnes recettes, Pierre Perret, pour passer une bonne soirée? C'est-à-dire qu'avec la maman que j'ai eue, et j'en parle assez dans le Café du Pont, c'était une cuisinière hors pair, et tout ce qu'elle faisait, c'était un délice, c'était vraiment un régal. Donc j'ai très vite eu la notion de gourmandise, et puis ça n'empêche pas d'être gourmet. On peut être très exigeant sur
sur les goûts, sur l'affinité des saveurs, etc., etc. Et moi, j'ai toujours ça, plus l'éducation du vin qui s'est faite dans la foulée. J'avais envie de parler de ça un jour parce que j'ai des tas de copains partout qui déjà me disaient mais pourquoi n'écris-tu pas ça un jour c'est pour ça que je me suis mis à faire ce bouquin qui a eu d'ailleurs un très beau succès puisqu'il est toujours réédité 10 ans après et que voilà. Vous défendez également la langue française grâce à certains ouvrages que vous avez fait paraître. J'ai travaillé comme un fou là-dessus à partir d'une idée que j'ai eue un matin et je savais bien que ça aussi c'était un pari si vous voulez parce que ma femme m'a dit mais tu es fou, tu sais le nombre d'années qu'il va te falloir pour faire ça. Mais je dis mais oui mais bon oui mais j'ai envie de le faire et que je sois fou, c'est pas vraiment un scoop non plus, donc tu commences à être habitué. Et puis voilà, et elle m'a vu m'investir là-dedans, mais c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de passages qui m'ont fait transpirer abondamment, quoi. Alors quand on vous parle de réforme de l'orthographe, de la langue française, comment réagissez-vous ? Moi, je suis partie prenante, puisqu'on m'a demandé de faire partie du Conseil supérieur de la langue française il y a une dizaine d'années, ou 11 ans maintenant. J'y suis toujours, j'en fais toujours partie. Je fais partie du COSLA, le comité d'orientation pour la réforme du langage administratif. Et bon, il y a du travail à faire. C'est vrai que si on regarde et puis c'est ce qu'on fait quand on se réunit d'ailleurs, les vieilles formulations, des vieux formulaires pour faire des demandes pour la sécurité sociale, pour une demande de permis, pour une demande pour les feuilles d'impôt, etc., etc. On travaille là-dessus pour la simplification de ce langage et croyez-moi, il y a un sacré boulot à faire parce qu'il y a parfois il y a des formules où on est tous morts de rire tellement c'est amphigourique, c'est redondant, c'est incompréhensible pour la plupart des gens qui s'expriment aujourd'hui, même des gens qui vont à un guichet à la poste. On a simplifié beaucoup de choses où on a même changer de certaines exigences qu'il y avait comme de remplir un papier à un guichet devant l'employé, etc. Ce qui était parfois humiliant pour quelqu'un qui est presque analphabète et qui sait pas remplir un papier. Et donc il pouvait pas l'amener ailleurs ou chez lui pour le faire par quelqu'un d'autre. Il fallait qu'il le remplisse là ou alors c'était pas du tout. On a modifié, arrangé certaines choses comme ça et bon. Moi, ça m'a intéressé, ça m'intéresse. Et puis aussi l'évolution de la langue, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et toutes les attaques dont elle peut être victime un peu partout. Et si on veut non pas maintenir un patrimoine linguistique, mais le faire vivre, l'améliorer, etc., il faut s'en occuper, c'est tout. Alors vous avez également repris en argot des fables de Jean de La Fontaine. Oui. Mais ça, c'était bon, je me suis amusé à faire ça. Et d'ailleurs, ça a été très bien reçu. Malheureusement, la maison qui avait édité ça a fait faillite entre-temps. Il a été très difficile d'en trouver chez les libraires ou les disquaires et disons que bon, je suis en train de m'occuper à nouveau aujourd'hui de remettre ça à jour parce que c'est vrai que ça avait eu un beau succès, c'était passé à Canal+, et dans différentes autres télés sur la 3, etc. Ça avait été très bien accueilli, ça a été vendu même à une douzaine ou une quinzaine de pays. Enfin, ça a eu un beau succès. Parlons des années 90, ces 250 chansons, pratiquement l'intégralité de votre répertoire qui est repris sur un album, Bercy Madeleine. Est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots ? Une mauvaise intégralité parce qu'il manquait beaucoup de chansons et je me suis fait un peu remonter les bretelles par mes fans là. Alors on est en train de préparer une nouvelle intégrale qui paraîtra peut-être à la fin, sûrement d'ailleurs à la fin de l'année prochaine pour fêter mes 50 ans de chansons. Pierre Perret, est-ce que vous pourriez nous parler de l'écrivain Paul Léotot qui vous a aiguillé justement vers les textes ? C'est simplement avec les conseils de lecture qu'il a pu me prodiguer à ce moment-là que
que j'ai pu faire des progrès par ailleurs, comme j'avais soif d'apprendre, de savoir et par corollaire donc de lire. J'ai lu beaucoup à ce moment-là. C'est vrai que ça m'a considérablement enrichi de découvrir Paul-Louis Courier, Renan, Anatole France, Stendhal. Toutes les lectures que j'ai pu avoir à ce moment-là m'ont considérablement enrichi, c'est vrai. Et j'ai essayé d'en faire ma nourriture et d'en tirer profit. Et voilà, c'est au public à juger si ça lui paraît probant, voilà. En 2003, vous sortez un album qui s'appelle celui-là. Est-ce que vous pourriez nous en parler avant de nous séparer, Pierre Perret ? Je pense que cet album a été un peu occulté dans l'ensemble des radios et en regard de l'accueil des chansons que je chante moi en public, qui sont accueillies mais magnifiquement, des chansons comme Je te tue ou comme Une minute de soleil en plus ou comme il y a 3 ou 4 chansons de cet album que je chante qui font un malheur en scène et ces chansons-là ne sont pratiquement pas passées dans les radios parce qu'aujourd'hui, il faut bien dire qu'on passe de moins en moins de chansons dans les radios. Mais le public, lui, n'est pas idiot, il s'y trompe pas. Il vient dans les concerts puisque je vous répète, les salles sont toujours bourrées. Et en même temps, ce type de chansons, ils apprécient beaucoup parce que justement, en plus, on les entend pas, voilà. Alors, votre actualité du moment, Pierre Perret, quelle est-elle ? J'ai plein de choses. Je cours d'une radio à l'autre, d'une télé à l'autre pour le moment parce que le Café du Pont est numéro 1 des ventes depuis une semaine. Le DVD avec Malika, la nouvelle chanson, part très fort aussi et monté dans les 10 classements des 10 premières ventes en ce moment aussi. Donc je suis un homme comblé mais très occupé puisque en même temps je fais des concerts. Je chantais hier soir à Paris au Sénat pour fêter les 20 ans de Reporters sans frontières et ma foi j'étais vraiment très heureuse de l'accueil il y avait pratiquement toute la presse parisienne qui était là et c'était une belle soirée, voilà. Eh bien, Pierre Perret, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. À bientôt et au revoir. Eh bien, c'est trop gentil. À bientôt. Fréquence Évasion.